Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, il est regrettable que le Burundi soit classé en dernière position pour ce qui est du tourisme, faute de dirigeants qui n'ont pas pu mettre en valeur les nombreux sites touristiques que regorge le pays. Pour l'économiste Faustin Ndikumana, les autorités et les privés devraient se réveiller et investir dans ce secteur, si important en ce qui est de générer des devises qui manquent cruellement au pays. Les cas de vol au sein des ménages de la province de Rumongue prennent de plus en plus de l'ampleur. La population demande l'intervention des administratifs afin d'y mettre fin. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également salubrité où les marchands prestant au marché dit Kotebu se disent inquiets pour leur santé suite à la saleté qui s'y observe. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Chaque année, le monde célèbre en date du 27 septembre la journée mondiale du tourisme et ce dernier constitue un secteur plus important et plus dynamique de l'économie mondiale, mais quel est aujourd'hui l'état des lieux du tourisme au Burundi? Emmanuel Nuyungeko nous brosse le tableau. Le Burundi possède pas mal d'atouts touristiques. Parmi ces derniers, on peut citer les attractions naturelles, telles l'hospitalité du peuple burundais, le climat doux, les paysages naturels, les parcs nationaux, de multiples rivières à méandres, les réserves naturelles, les lacs, les plages, les chutes, les failles et les eaux thermales, les attractions historiques, telles les mausolées du prince Louis Rwagasore et d'Ondadaye, la source la plus méridionale du Nil, le site de signature du traité de Kiganda, les tombeaux des rois, la pierre Livingstone et Stanley et les anciens enclos royaux à travers le pays, des attractions culturelles telles les musées vivants, les tambourinaires, les danseurs in-hall et autres, les sanctuaires du culte traditionnel, etc. Bien qu'il s'observe au Burundi une reprise timide du mouvement des touristes pour diverses raisons, il faut signaler que le secteur du tourisme reste embryonnaire dans son développement. D'abord, il y a absence d'une stratégie nationale pour le développement du tourisme durable et compétitif. À ce titre, les attractions citées et riches en couleurs ne sont pas toutes valorisées. Le Burundi est le premier pays de la sous-région à faible capacité d'accueil des touristes car il possède très peu de chambres d'hôtel comparé aux autres pays de la région. Il est le pays à faible facilité d'octroi de visa, à faible niveau de développement technologique telle la pénétration de l'Internet, à faible accès à l'information touristique et aux modes de paiement rudimentaires. Au Burundi, il existe très peu d'écoles pour la formation hôtelière et touristique. En conséquence, il manque du personnel qualifié et très peu de Burundais investissent dans le secteur d'agence de voyage, de tour opérateurs et de métiers de guidage touristique. Enfin, le Burundi ne diversifie pas ses produits touristiques. En somme, c'est autant de défis qu'il faut relever pour que l'industrie touristique du Burundi s'envole et soit compétitive. Emmanuel Niyungeko, à ce propos, il est regrettable de constater que le Burundi est le dernier pays qui encaisse une somme très minime de devises par an à travers le secteur du tourisme en comparaison avec les autres pays de la sous-région. Analyse faite par le président de l'organisation Parsem, Faustin Ndikumana, explique que le Burundi est riche en culture et possède plusieurs sites touristiques, ce qui devrait attirer beaucoup de touristes et par conséquent apporter beaucoup de devises pour le pays. Suivez Faustin Ndikumana, il est le président de la Parsem. À cette journée internationale dédiée à l'industrie touristique, Parsem a voulu donner un message fort. À rappeler d'abord au Burundi que le tourisme constitue un facteur de croissance économique pour plusieurs pays au monde. C'est une source substantielle de devises, surtout pour les pays en voie de développement qui en ont besoin. Alors, ce regret parce que le Burundi est identifié comme un pays qui a un fort potentiel touristique. Il y a les lacs Ogazono, lac Buhinda, Choho, il y a les forêts naturelles, Bururi, Kira, Rukoko, il y a les randonnées dans les aires protégées,
il y a le lac Tanganyika, il y a les danses traditionnelles, le tambour, il y a l'histoire riche, les eaux thermales, les sites d'Okarera, la source la plus méridionale du Nil, la très grande rencontre de Livingstone Stanley, sans oublier la position de plaques tournantes dans le géostratégique dans la sous-région, pouvoir développer une industrie de services et pouvoir attirer les touristes. Mais c'est regrettable de constater que seul le Burundi dans la sous-région, par exemple, c'est le seul pays qui enregistre moins de 10 000 dollars de recettes provenant du secteur touristique. Le Rwanda a déjà dépassé le cap de 500 millions. La Tanzanie, c'est 2 milliards. Le Kenya, c'est plus de 2 milliards. L'Ouganda approche 1 milliard de dollars. Ça devait être une source vraiment forte de devises. Tenant compte que même au niveau des réserves de change de la Banque centrale, on a un niveau de réserves de change très bas d'environ 1 mois. Alors, on ne comprend pourquoi le gouvernement ne met pas sur le paquet pour développer ce secteur. Faustin Ndikumana suggère également au gouvernement ce qui doit être mis en œuvre pour que le secteur du tourisme soit développé et ainsi être avantageux pour les Burundis. Il faut que le Burundi, le gouvernement développe une stratégie opérationnelle du développement touristique, considérée comme une boussole pour tous les intervenants dans ce secteur. Il faut aussi allouer des moyens, des budgets. C'est regrettable par exemple de constater que dans la loi des finances actuelles, seuls 69 millions de francs sont alloués au réaménagement des sites touristiques. Ceci nous sommes très dérisoires. Il faut du personnel qualifié, envoyer les jeunes, étudier à l'étranger, il faut des experts dans la gestion du secteur touristique. Il faut aussi encadrer les gars, environnement des affaires pour attirer des investisseurs dans le cadre de partenariat public-privé, pour qu'il y ait des investisseurs qui engagent leurs fonds dans l'aménagement des secteurs touristiques. Dans le cadre du partenariat public-privé, chacun pourrait y trouver son compte, que ce soit l'investisseur, que ce soit le gouvernement et la population aussi, qui doit bénéficier de tous ces services. Il faut aussi que le Burundi développe des infrastructures de qualité. Un touriste ne peut pas venir dans un pays où les routes sont dans un état de délabrement total, dans une situation où il y a coupure intempestive de l'eau et de l'électricité, un réseau Internet défaillant. Toutes ces infrastructures constituent une base pour l'attraction des touristes. Il faut que le gouvernement développe les infrastructures de qualité aussi, favorise les investisseurs dans le secteur hôtelier pour avoir des hôtels pour pouvoir accueillir ces touristes. Et je crois aussi que le gouvernement peut développer le tourisme d'affaires. Tenant compte qu'on a une position de tournante dans la sous-région, on peut développer des services de santé, d'éducation, et investir dans l'aéroport international du Gouvernement pour que plusieurs voyageurs dans l'Est du Congo passent par l'aéroport international du Congo. Donc il faut une stratégie de développement de services. Le Gouvernement peut devenir aussi la capitale des loisirs dans la sous-région. Tenant compte de sa situation, Sorolier fait une ville dans une plaine où le déplacement aussi, la commodité est tout à fait bonne. Vous pouvez devenir le tourisme de confiance, ou très bien aménager ces sites touristiques actuels, on développe d'autres types de tourisme pour que l'industrie touristique soit forte et contribue à la mise en application de la vie 2040-2060, surtout que le secteur touristique avait été identifié depuis longtemps au Burundi comme le secteur porteur de croissance. Je vous le disais en titre, les habitants de la zone Magara, commune Bugarama en province de Rumongue, s'inquiètent de l'ampleur des cas de vol dans les ménages et les rues. Ils demandent aux autorités locales de combattre ce banditisme. Plus de détails avec Eric Nionzima. Ces habitants de la zone Magara, commune Bugarama, indiquent que des cas de vol se sont multipliés depuis le début de ce mois de septembre dans leur zone. Notre source fait savoir qu'à part le vol commis dans les ménages, ce phénomène commence à se manifester, même dans les rues, comme cela est arrivé pour un motard connu sous le nom d'Apollinaire. Ce mardi, il a été sérieusement tabassé par des bandits non encore identifiés et sa moto a été volée. À Magarade, les bandits ont dernièrement volé dans un magasin tous les paniers qui y étaient jusqu'à maintenant. On ne les a pas encore retrouvés. L'ampleur de ces cas de vol nous fait très peur. Ce mardi, un motard transportait des personnes à Gitaza arrivé au cimetière. Les de ces bandits est descendu de la moto. Il a dit qu'il allait se soulager. À son retour, il a frappé avec le casque et son motard s'est évanoui
puis ils l'ont ligoté et ils ont volé sa moto. Il a été sauvé par les gens qui l'ont amené à l'hôpital. Ces habitants de la zone Magara demandent aux autorités administratives et les forces de l'ordre de les protéger en plus de combattre son banditisme. Nous sommes très inquiets suite à ces vols. Nous passons des nuits blanches. Nous demandons aux forces de l'ordre de veiller à notre sécurité. On ne sait pas la cause de ce banditisme. Nous demandons aux forces de l'ordre d'être vigilants et de veiller à notre sécurité. Récemment, les habitants de la commune Burambi, dans cette même province de Rumongue, ont eu aussi alerté suite à l'ampleur des cas de vol dans leur commune. Nous avons tenté en vain de joindre l'administrateur de la commune Bugarama, Jean-Marie Ndouimana, pour lui demander ce que l'administration est en train de faire pour protéger sa population. Merci à toi Eric Nyonzima. Et puis en page gouvernance, le directeur général de l'École nationale d'administration, ENA en sigle, est accusé de mauvaise gestion financière par 30 sur 34 enseignants formateurs. Cette mauvaise gestion se remarque selon ces enseignants à travers des dépenses inutiles et des disparitions de certains matériels. Éloge Divin, Rémiche. Les dépenses pour le fonctionnement de l'ENA sont initiées uniquement par le directeur général Dionys Arakadza sans consulter personne si l'on tient compte des accusations lui imputées à travers une correspondance des enseignants formateurs de la dite école adressée en date du 19 septembre dernier au ministre de la fonction publique et du travail. Dans cette correspondance qu'il qualifie d'alerte envoyée à leur ministère de tutelle, ces enseignants accusent ce directeur général de mauvaise gestion des fonds de cette école en faisant des dépenses inutiles et exagérées. Ici, ces enseignants donnent l'exemple des travaux de réhabilitation de certaines infrastructures en bon état faites de manière excessive. Autre fait soulevé par ces enseignants formateurs de l'ENA, ce sont des fixations abusives des primes et indemnités, en plus de nombreuses missions de travail effectuées, alors qu'elles ne visent pas les performances et les besoins de l'ENA. Sur ces missions de travail, ces enseignants déplorent aussi le fait que les missions à l'étranger ne sont jamais suivies de rapport. Le recrutement d'une maison de gardiennage payée avec un budget énorme comparativement au salaire des anciens gardiens et l'autre accusation imputée au directeur général Dionys Arakadza par 30 enseignants formateurs de l'ENA. Ces derniers dénoncent aussi le fait d'avoir fait un contrat avec cette maison de gardiennage après avoir chassé sans payer certains des anciens gardiens qui d'un moment à l'autre pourraient engager un procès contre l'ENA et cette dernière se verrait obligée de sortir des fonds pour le dédommagement. À côté de cela, ceux qui ont alerté le ministre de la fonction publique parlent aussi des vols et disparitions de matériel de travail qui se remarquent systématiquement au sein de l'ENA. Ils parlent à titre illustratif de la disparition de 2 véhicules, en l'occurrence un véhicule pick-up double cabine qui avait été donné par le PNUD et une Jeep annoncée également par les 30 enseignants comme ayant été achetée en violation flagrante de la loi. Quant au cas de vol signalé, il s'agit des vols de vidéos, projecteurs, des ordinateurs, des chaises et des ventilateurs dont aucune enquête pour retrouver les coupables n'a été faite. Les enseignants formateurs de l'ENA déplorent aussi le fait que même des activités génératrices de revenus que l'ENA avait mises en place ont été supprimées par le directeur général de cette école. Il donne l'exemple du marché de restauration durant les séminaires organisés à l'ENA qui a été retiré à cette école pour être fait à des maisons de restauration externes. Actuellement donc, ces enseignants indiquent que si rien n'est fait pour redresser l'ENA, il y a risque de paralysie des activités alors que cette école a une importance capitale pour le pays si l'on se réfère aux missions lui assignées à sa création. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Éloge Divin, Rémicha, grogne chez les agriculteurs en province Kirundo suite au manque de semences de maïs sélectionnées. Craignant d'enregistrer un grand retard, il demande à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, des PAE, de faire tout son possible afin que cette semence soit disponibilisée d'ici peu. Sinon les chances d'avoir une bonne récolte cette année sont très minimes. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Ces agriculteurs de la province de Kirundo indiquent qu'ils sont en train d'enregistrer un grand retard dans la culture du maïs pour cette saison culturelle A suite au manque de semences sélectionnées. Ils précisent que c'est l'ONG World Vision
qui avait commencé à distribuer cette semence cette année, mais cette activité a duré le temps de la rosée, et d'ajouter que ceux qui ont bénéficié d'une certaine quantité de la part de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Kirundo sont uniquement ceux regroupés dans des coopératives. Ces semences ont été distribuées par la DPAE Kirundo, mais ce sont uniquement les agriculteurs réunis au sein des coopératives qui en ont bénéficié. Dernièrement, une certaine quantité a été vendue par un des agriculteurs qui sont chargés de multiplier les semences sélectionnées, mais elles étaient trop chères. Un seul kilogramme s'achetait à 15 000 francs burundais. Les semences de maïs sont également vendues chez certains commerçants, mais on doute sur leur qualité. Ces agriculteurs de la province de Kirundo demandent à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage des DPAE de faire tout son possible afin que cette semence sélectionnée leur soit distribuée d'ici peu. Sinon, les chances d'avoir une bonne récolte cette année commencent à diminuer. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Kirundo pour de plus amples éclaircissements. Parlons société à présent, où les prix de boissons Braroudi ne sont pas respectés dans la plupart des lieux de vente au chef-lieu de la commune de Gisuru en province de Luyigi. Selon du moins la population, ces habitants de Gisuru demandent au gouvernement de sanctionner les commerçants qui violent la loi. Dani Claire, il la trouve. Les habitants du chef-lieu de la commune Gisuru de la province de Luyigi indiquent que la plupart des cabaretiers augmentent les prix des boissons de la Braroudi comme ils veulent. Les prix des boissons de la Braroudi à Gisuru ne sont pas régulés dans les cabarets du chef-lieu de la commune. C'est juste un ou deux qui vendent ces boissons en respectant le prix officiel. À titre d'exemple, c'est le cabaret d'enseignants qui a loué une maison de la commune et qui est le seul qui respecte les prix officiels. Ces habitants de Gisuru signalent que le primus qui devrait coûter normalement 2200 francs bourg est vendu à un prix compris entre 2500 et 3000 francs. Le prix officiel de la Primus, c'est 2200 francs, mais les commerçants la vendent à 3000 francs. Il y en a même qui vendent la Primus à 2500 francs. L'Amstel est vendu à 3500 francs, alors que le prix officiel, c'est 3000 francs. Les habitants de la commune de Gisuru indiquent que les limonades ainsi que le Royal et le Bock n'ont pas beaucoup de clients et se vendent au prix officiel. Ils demandent aux autorités de réguler ces prix de Primus et d'Amstel et de punir les commerçants qui violent la loi. Dani Claire, Iratkou va place maintenant à Elvis Neomongere qui va nous parler de l'insalubrité du marché de Kotebu qui inquiète les marchands suite aux odeurs nauséabondes en provenance des immondices qui ne cessent de s'y entasser, une situation qui s'est empirée avec la saison pluvieuse en cours. Les commerçants du marché de Kotebu ainsi que les clients qui se rendent dans ce marché se disent préoccupés par l'entassement des immondices à certains endroits. Il faut savoir qu'il y a même des endroits insupportables à cause de l'odeur nauséabonde. L'un des clients raconte. Lorsque tu arrives dans l'espace où l'on vend des légumes, comme les choux, les amarantes, les aubergines, et dans l'endroit où l'on vend des pommes de terre, c'est une odeur insupportable qui t'accueille. Le pire, c'est quand tu te rends dans l'espace où on vend des poissons. Tout ça, c'est à cause de l'insalubrité qui s'y observe. À part ces immondices qui menacent les gens, même les eaux qui stagnent dans les caniveaux se trouvent aux alentours du marché gênent, surtout dans cette période pluvieuse. Si tu arrives à l'endroit du marché en face des bâtiments de l'entrepreneur surnommé Dilanotti, il y a de l'eau stagnante due au caniveau bouché. Cela s'aggrave toujours lorsqu'il a plu. Quand il pleut beaucoup, l'eau se déverse sur la route et parfois ça gêne la circulation. Il demande aux responsables habilités d'enlever ces immondices et de déboucher ces caniveaux avant qu'ils n'attrapent les maladies des mestales.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 27 septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.